Ça fait des années que je réfléchis plus intentionnellement et plus consciemment à la vie que je veux me créer, à ce que je veux devenir, faire de ma vie et dans ma vie. Mais j'avais encore jamais ancré et défini précisément ma vision. C'est souvent quand on traverse une période difficile, une période de transition, quand on vit une crise existentielle ou une crise d'identité, quand on est chamboulé par une catastrophe ou qu'on vit une remise en question profonde, qu'on éprouve la nécessité de se recentrer sur soi, ses objectifs, sa vision. Et l'année dernière, justement, c'est un peu ce qui m'est arrivé. J'ai fait des choix, en particulier celui de lancer mon offre de coaching physique en ligne, qui ont ébranlé mes certitudes sur la direction que je voulais donner à ma vie. Je croyais vouloir certaines choses, je croyais vouloir devenir une certaine personne, sans me rendre compte que j'étais surtout attachée, attirée par l'idée d'être ce type de personne, par l'idée d'être une coach, par les résultats et les récompenses externes que j'y rattachais, un certain statut et les récompenses financières que j'en tirerais, alors que le chemin lui-même, il ne me correspondait pas du tout. Ce que j'allais réaliser plus tard, évidemment. Et donc, j'ai compris que si j'ancrais pas ma vision par écrit, je risquais de continuellement me laisser berner par des illusions à propos de ce que je veux vraiment faire, accomplir et devenir. Et c'est justement le cheminement que je te propose dans cette vidéo. Tu découvriras ce qu'est exactement une vision d'avenir et pourquoi c'est si important de s'en bâtir une, ou en tout cas d'y réfléchir un peu plus consciemment si on veut pouvoir façonner sa vie selon ses propres termes. Et je te présenterai aussi toute une série d'exercices et de questions que j'ai moi-même utilisées ou que j'ai empruntées à d'autres personnes qui sont aussi passées par là pour t'aider à recueillir un maximum d'informations sur tes désirs, tes aspirations, tes besoins et sur la base desquels tu pourras ensuite vraiment définir ta propre vision. Avant de commencer, je veux juste t'encourager à mettre un j'aime si cette vidéo te parle. C'est gratuit et ça booste mon contenu et ma chaîne pour que davantage de monde puisse en profiter et explorer leur potentiel physique et mental. Et si tu l'as pas encore fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos dans lesquelles je documente mes expériences et défis physiques et mentaux et mon évolution pour t'inspirer à en faire de même, afin de façonner ta vie selon tes propres termes. Alors pourquoi définir ta vision d'avenir ? Je dirais pas que définir sa vision est indispensable pour vivre une vie satisfaisante et épanouissante, parce qu'il y a des tas de gens qui ont vécu une vie extrêmement riche et qui n'ont jamais pris la peine d'établir leur vision. Mais pour des gens comme moi, qui se laissent très facilement distraire par de nouveaux intérêts ou appâtés par des illusions externes ou des récompenses externes, c'est vraiment un outil puissant. Et si tu te reconnais là-dedans, créer ta vision, ça peut t'aider à mettre un peu d'ordre dans ton esprit et à bâtir une vie plus consciente, et ce pour 5 raisons principales. 1. Pour tracer ta propre voie. Définir ta vision, c'est vraiment la première étape à franchir si tu veux t'écarter de la voie que d'autres ont tracée pour toi et suivre ton propre chemin. Parce que sans vision personnelle de ce que tu veux accomplir, de la façon dont tu souhaites vivre ta vie, de la personne que tu veux devenir, une vision te sera imposée de l'extérieur. Ce que la société considère comme la bonne voie à suivre, ce que tes proches ont imaginé pour toi, ce que ton éducation t'a conditionné à croire ou à penser. Ta vision, c'est ce qui te donnera la force et la confiance de persévérer sur ta voie, de te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi, quand ces forces externes tenteront de te ramener sur des chemins déjà tout tracés, mais qui ne te correspondent pas du tout. Deuxième raison, pour rester aligné avec ce que tu désires vraiment. Une vision d'avenir, ça te fournit un cap pour naviguer entre les possibilités infinies qui s'offrent à toi. On fait face au quotidien à une multitude de choix et de décisions, mais aussi d'impératifs externes. Et sans vision, c'est vraiment impossible de rester concentré suffisamment longtemps sur un objectif pour progresser et l'accomplir, parce qu'on se laisse sans cesse distraire par d'autres options ou par les priorités que les forces externes veulent nous imposer. Une vision, c'est vraiment une sorte de cadre de référence qui te donne une direction claire, qui t'aide à décider quelles occasions saisir et auxquelles renoncer. C'est ce qui te permet de prendre des décisions qui soient aligné avec tes priorités, avec ton toi authentique, plutôt que de répondre à tous les impératifs que la vie met sur ton chemin, ou de sauter sur chaque occasion qui se présente et de complètement te disperser. Sans vision, sans direction claire, tu finiras toujours par errer, par ne rien accomplir, créer ou bâtir d'épanouissant, et par te laisser balloter par les décisions que d'autres prendront pour toi. Troisième raison, pour atteindre tes objectifs plus rapidement et plus efficacement. Une vision d'avenir, c'est un filtre qu'on se construit consciemment, qu'on internalise dans notre subconscient et au travers duquel on va alors percevoir tout ce qu'on vit, les événements, interactions qui se produisent dans notre vie et toutes les informations qu'on reçoit. Notre cerveau, il filtre automatiquement tous ces stimuli et ces événements et une fois notre vision ancrée, il omettra ceux qui ne sont pas pertinents pour réaliser notre vision et à l'inverse, il percevra avec davantage d'acuité
tous ceux qui peuvent nous aider à réaliser notre vision. Avec une vision claire, on aiguise en fait une sorte de sixième sens, ce qu'on peut appeler l'intuition. On est ainsi plus susceptible de saisir les occasions qui vont nous faire plus rapidement progresser vers nos objectifs à long terme et notre vision, et de mettre ceux qui pourraient nous ralentir ou nous écarter de notre vision. Quatrième raison, pour entretenir la confiance. Avoir une vision d'avenir, ça te permettra aussi de renforcer ta confiance en tes capacités à la concrétiser. Parce qu'une fois que ta vision est définie, l'idée c'est de la visualiser, c'est-à-dire de l'imaginer, de la contempler très régulièrement afin de l'ancrer dans ton subconscient, de l'internaliser pour qu'elle fasse partie intégrante de ton identité. Et à force de la visualiser, elle va progressivement prendre une forme concrète dans ton esprit. Elle semblera alors toujours plus atteignable et plus réalisable pour finir par prendre dans ton esprit presque une forme réelle. Parce que c'est ce qu'on n'envisage pas qui est impossible. Mais une fois qu'on imagine l'impossible, il devient possible. Ta vision, c'est le pont entre tes rêves et ta réalité. Enfin, cinquième raison, pour entretenir l'élan et l'enthousiasme. Parce que ta vision, elle repose sur tes désirs et tes valeurs les plus profonds. Elle génère des émotions positives très puissantes. Donc si tu visualises chaque matin ta vision, tu peux susciter volontairement ces émotions pour générer l'inspiration, l'enthousiasme, l'excitation, la passion, élever ton niveau d'énergie et maintenir ta motivation et ton élan, même quand la vie te mettra des bâtons dans les roues et que tout ne se passera pas comme prévu. Dans l'ensemble, définir ta vision d'avenir, c'est donc ce qui te permet d'explorer tes talents et ressources et d'excaver ta valeur unique de la manière la plus authentique. Et c'est vraiment la première étape à franchir sur la voie de ton expression personnelle pleine et entière. Alors je sais que l'idée de définir ta vision, ça peut sembler assez intimidant, déconcertant, voire énigmatique, surtout si c'est un concept nouveau auquel tu n'as jamais vraiment réfléchi auparavant. Par où commencer? Et si je sais pas ce que je veux? Si tout m'intéresse? Ou à l'inverse, si j'ai aucune passion? Si rien ne m'absorbe vraiment? Et si je crois pas à la possibilité de réaliser mes rêves? Si je crois que c'est impossible de vivre la vie dont je rêve? Et si j'ai tout simplement pas d'objectif ambitieux ou extraordinaire? C'est des inquiétudes ou des pensées récurrentes et normales, mais t'as pas besoin de te mettre une telle pression pour créer ta vision. Le propre d'une vision, c'est que chacun peut vraiment la définir comme il l'entend. Une vision, elle n'a pas besoin d'être extraordinaire ou de sortir du lot, elle doit simplement refléter ce que tu veux vraiment. T'as pas besoin de vouloir être millionnaire ou de créer un business qui révolutionnera le monde ou changer des millions de vies. Peut-être que tu as des aspirations plus humbles, comme être un bon parent, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes et valides. Et le but de cette vidéo, c'est simplement de te donner des pistes pour t'aider à y voir plus clair et à faire ton propre cheminement de pensée pour arriver petit à petit à dégager les fondations de ta vision. Donc concrètement, une vision, c'est quoi? Une vision, elle se compose de ce que tu souhaites accomplir, produire, construire, créer dans ta vie et de la façon dont tu souhaites contribuer à la société, à ce qu'on peut appeler ta mission. De tes valeurs, c'est-à-dire de ce qui compte le plus pour toi et des principes selon lesquels tu souhaites vivre, du mode et du style de vie qui te conviennent le mieux, des personnes avec lesquelles tu souhaites partager ta vie, des relations que tu souhaites bâtir, de la façon dont tu veux vivre ta relation aux autres, et enfin des émotions et sensations que tu veux ressentir au quotidien. Donc c'est vraiment important que ta vision, elle englobe tous les aspects de ta vie et pas seulement ta carrière ou ton travail. Et c'est ce qui doit te servir de guide au quotidien pour naviguer les méandres de ta vie de façon globale. Donc je vais te proposer un arsenal d'exercices et de questions que tu pourras utiliser pour recueillir un maximum de données qui pourront informer ta vision et t'aider à préciser ses différentes composantes. Pour la plupart, c'est des exercices que j'ai moi-même utilisés ces derniers temps pour m'aider à encore affiner ma vision, même si ça fait des années que j'y réfléchis et que j'ai déjà établi des bases. Mais comme j'en ai parlé au début de la vidéo, il y a vraiment de nouvelles expériences que j'ai faites qui ont remis en question mes aspirations et ce que je pensais connaître de moi et qui m'ont poussé à réévaluer ma vision. Et si je te dis ça, c'est aussi pour te rendre conscient du fait qu'une vision, ça prend du temps à définir. Ta vision, tu ne vas pas pouvoir la définir en un jour, ni en une semaine, ni même en un mois. Tu vas l'affiner au fil des ans, au fur et à mesure de tes réflexions et de tes expériences, et elle sera même probablement amenée à évoluer, à changer, tout comme la mienne. Et bien sûr, l'objectif, c'est quand même de dégager un cœur, des piliers fondamentaux solides qui resteront toujours en place pour te guider, mais tu peux te débarrasser de l'idée et de la pression que tu dois absolument te forger une vision claire, finale, immuable d'ici 2 semaines. Parce que ça n'arrivera pas et que c'est pas le but.
Donc évidemment, pour réussir à la formuler, il faut que tu prennes le temps d'y réfléchir. Ça demande une pratique régulière d'introspection et d'expérimentation. Donc pour faire ça, munis-toi d'un carnet ou de quoi noter tes réflexions. Moi j'ai choisi de m'acheter un carnet exprès pour noter tout ce qui concerne ma vision, mais tu peux aussi faire ça dans ton journal de base si tu en as déjà un, ou sur des feuilles volantes, ou sur une application de prise de notes, peu importe. Utilise vraiment la méthode qui est la plus simple pour toi et qui te cause le moins de friction. L'objectif, c'est juste de garder une trace de toutes tes réflexions pour pouvoir ensuite facilement les consulter et les analyser afin de découvrir des schémas et d'en tirer des conclusions pour générer une vision. Ensuite, dans l'idéal, prévois un bloc de temps chaque semaine. 1 heure, c'est déjà bien pour commencer. Et voire chaque jour si tu peux, même si c'est que 5 ou 10 minutes, pour réfléchir à ta vision. Choisis un exercice ou deux parmi la liste que je vais te proposer et ne fais que ça pendant cette heure. Mets ton téléphone en mode avion et désactive Internet. Et le reste du temps, garde ton carnet de notes ou de quoi noter tes réflexions avec toi. Une fois que tu auras commencé ce travail de réflexion, au fur et à mesure de tes expériences quotidiennes, des idées ou des réalisations risquent de jaillir de façon imprévisible, parce que tu auras laissé tes réflexions mijoter dans ton subconscient. Et ça, c'est des informations précieuses que tu ne veux pas louper et qu'il faudra saisir sur le moment. Encore quelques points importants avant de passer aux exercices. Tu dois vraiment te débarrasser de ton jugement, de ta petite voix critique. Parce qu'en faisant les exercices, il y a des idées qui vont surgir et auxquelles tu risques d'attacher un jugement du type « Non mais ça c'est pas possible, c'est n'importe quoi, c'est pas réaliste, je suis pas capable de faire ça de toute façon, qu'est-ce que les gens diront ou penseront, ça n'a aucun intérêt, c'est pas pertinent, c'est nul ». Le but pour l'instant, c'est uniquement de recueillir des informations. Ce que tu notes, c'est pas ce que tu vas devoir faire ou accomplir, ce sont que des données qui vont ensuite t'aider à définir une vision. Donc pour entrer dans le monde de ta vision, il faut que tu entres dans le monde des rêves. Tu dois étendre ton champ des possibilités. C'est le but. Tu dois t'offrir la licence d'exprimer vraiment ton enthousiasme, ton excitation, laisser les émotions et tes passions ressurgir pour t'aider à te libérer de tes croyances limitantes et découvrir ce à quoi tu aspires vraiment. Avant de passer à l'impossibilité de ta vision, il s'agit déjà d'apprendre à mieux te connaître. Et pour ça, il faut que tu fasses taire le temps d'un instant ta voix critique et que tu acceptes d'écrire tout ce qui te passe par la tête sans aucun filtre. Donc je t'encourage aussi à mettre la vidéo sur pause quand je te présenterai les exercices et de commencer à en faire un ou deux directement. Tu peux aussi enregistrer la vidéo pour reprendre là où tu t'es arrêté et continuer avec un nouvel exercice la prochaine fois. Et enfin, là aussi, ne te mets pas la pression. T'as pas besoin de répondre à toutes les questions ou de faire tous les exercices. Tu peux seulement en choisir quelques-uns au départ, ceux qui te parlent le plus, ceux qui t'inspirent le plus. T'es pas non plus obligé de tout faire à la suite, ni dans l'ordre. Et tu peux en commencer un aujourd'hui et le compléter ou ajouter des éléments au fur et à mesure à un autre moment au fil de tes réflexions, de tes prises de conscience et de tes expériences de vie. C'est parti pour les exercices. Alors, j'ai dit que tu pouvais choisir les exercices que tu voulais faire et que tu n'étais pas obligé de les faire dans l'ordre, mais cet exercice, c'est peut-être quand même celui que je recommande à tout le monde de faire et en premier. Il s'agit de réfléchir à la façon dont tu découpes les différents domaines de ta vie. Ça t'aidera non seulement à faire les autres exercices sans oublier un aspect important de ta vie, mais aussi à déterminer déjà en partie tes valeurs, ce qui compte vraiment pour toi. Parce qu'il y a des découpages assez traditionnels comme professionnel, relationnel, spirituel, physique, mental et financier. Mais moi, par exemple, le domaine spirituel, ça me parle pas vraiment. Et ce qui me manque aussi dans cette répartition, c'est un aspect créativité, curiosité, découverte, apprentissage. Et tu peux aussi appeler ces domaines différemment. Au lieu de carrière ou profession ou travail, par exemple, moi je préfère le mot mission, qui me parle beaucoup plus. Donc j'ai créé ma propre distribution. Mission, relation, physique, qui englobe santé et développement physique, mental, qui englobe là aussi santé et développement mental, finance et exploration. Et ça regroupe pour moi tout ce qui est créativité, découverte, apprentissage justement. Donc n'hésite pas à définir ta propre répartition, tes propres domaines et à leur donner des noms qui te parlent. Tu peux aussi commencer par un découpage traditionnel si tu ne sais pas trop par où commencer et le modifier en cours de route si tu vois qu'il ne fonctionne pas très bien pour toi. Le deuxième exercice, c'est l'ikigai modifié. Alors l'ikigai, à l'origine, c'est un concept japonais qui nous permet de déterminer notre raison d'être en définissant ce qui se trouve à l'intersection de notre passion, de notre mission, de notre profession et de notre vocation. C'est un outil surtout axé sur la découverte de notre voie professionnelle et ça ne prend pas nécessairement en compte tous les aspects de notre vie. Mais les éléments de base qui permettent de définir notre ikigai peuvent aussi nous être utiles pour définir une vision plus globale. Et c'est là-dessus que je te propose de te pencher pour ce deuxième exercice.
Donc, demande-toi ce que tu aimes faire et ce qui t'intéresse. Essaye d'être le plus précis possible. Par exemple, peut-être que tu aimes lire, mais qu'est-ce que tu aimes lire? Les romans ou les ouvrages non romanesques? Des magazines scientifiques? Des journaux sur l'actualité économique? Des romans historiques? Des blogs de voyage? Ensuite, demande-toi ce pourquoi tu es doué. Dans quelles entreprises, expériences, activités est-ce que tu as eu du succès par le passé? Dans quoi est-ce que tu t'es démarqué? Qu'est-ce que tu fais mieux que les autres ou dans quel domaine il semble que tu aies plus de facilité ou de talent naturel? Tu peux aussi demander à des personnes qui te connaissent bien, tes amis, ta famille, tes professeurs, tes mentors, de t'aider à recenser tes talents. Enfin, demande-toi aussi ce que tu peux apporter au monde. Alors ça, c'est un aspect souvent assez difficile à explorer, surtout si on a des blocages et un manque de confiance. On se demande, mais qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Qu'est-ce que j'ai à offrir ou à apprendre aux autres alors que j'ai moi-même rien accompli d'exceptionnel, alors que j'ai aucun talent spécial? Mais en faisant ça, de nouveau, tu te mets trop la pression. L'idée, c'est pas de trouver la chose que tu maîtrises mieux que tout le monde, mais c'est simplement de relever toutes les choses que tu sais faire raisonnablement bien, dans lesquelles tu es sensiblement meilleur que la moyenne et qui peuvent servir à d'autres personnes, qui peuvent être utiles à d'autres personnes. Quelles sont les compétences que tu as acquises et développées au cours de tes études, dans toutes les activités que tu as faites dans ton enfance et ton adolescence, ou dans les différents emplois que tu as occupés et que tu pourrais utiliser pour aider d'autres personnes? Dans quel domaine ou sur quel sujet est-ce que tu as acquis des connaissances qui dépassent la simple culture générale ou la culture moyenne, on va dire? Dans quel domaine est-ce que tu as déjà pu aider des gens, des amis, des collègues, des étrangers, ta famille ou des entreprises? Quel service est-ce que tu as déjà rendu? Est-ce qu'il y a des domaines ou des sujets pour lesquels tes amis ou tes connaissances se tournent souvent vers toi? Ou est-ce que tu as créé, produit, construit, réparé des choses que tu as pu vendre, offrir ou présenter à des amis et à qui ça a fait plaisir ou à qui ça a été utile? Là encore, demande à tes connaissances de t'aider à recenser tes compétences ou connaissances spécifiques. Et n'oublie pas d'explorer aussi ton passé et les talents et capacités que tu as pu démontrer aussi hors du contexte professionnel, dans tes relations, dans tes loisirs ou des situations banales du quotidien. Troisième question, qu'est-ce que tu détesterais ne pas faire? Ça, c'est une question que j'ai piquée à Derek Sivers et c'est une autre façon de délimiter les activités, routines que tu fais au quotidien et qui t'apportent du bien-être et de la satisfaction. Quelle activité de ton quotidien n'envisages-tu pas de ne pas faire? Quelle activité, si tu l'ôtais ou l'éliminais de tes journées ou de ta semaine, te manquerait vraiment ou rendrait ta vie insupportable? Alors bien sûr, il y a des considérations assez élémentaires d'hygiène qui viendront à l'esprit, comme te laver les dents, te doucher, manger, etc. Mais le but ici, c'est de penser notamment à tes loisirs, à tes relations et à ton travail. Le quatrième exercice, c'est celui de la réserve énergétique. Une façon de déterminer indirectement ce qu'on aime faire au quotidien, c'est de se demander quel impact les différentes activités ou tâches qu'on fait, les situations dans lesquelles on se retrouve ou les expériences qu'on vit au quotidien ont sur notre niveau d'énergie. Qu'est-ce qui draine ton énergie et au contraire, qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Par exemple, moi je sais que faire du sport, ça me donne généralement de l'énergie. Être au contact de la nature, même si c'est seulement 15 minutes, sortir faire une courte balade de 10-15 minutes aussi. Écrire un article ou avancer sur mes scripts de vidéos ou de podcasts, ça m'énergise aussi habituellement. Bizarrement aussi, établir mes finances chaque 2 semaines, c'est-à-dire que je catégorise et j'additionne toutes mes dépenses et mes recettes pour connaître exactement tous mes postes de dépenses et suivre mon budget, ça me donne aussi de l'énergie, alors que c'est vraiment plat comme tâche. Par contre, faire mes factures ou toutes les autres tâches administratives ou faire des appels, ça m'épuise. Les environnements bruyants, les activités en grand groupe, faire du montage vidéo ou du contenu pour les réseaux, ça aussi ça me draine mon énergie. Ça ne veut pas dire que je dois éliminer ces activités, mais ça veut dire que je dois prêter attention au temps que je consacre à ces activités, à leur fréquence et à leur répartition dans ma semaine. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, si possible, je devrais essayer de faire en sorte de déléguer certaines de ces tâches. Pour vraiment faire une analyse poussée ou complète, tu peux noter tout ce que tu fais durant une semaine dans ton calendrier. Chaque tâche, chaque activité, chaque moment de ta journée. Et pour chaque entrée de ton calendrier, ensuite, indiquer si l'activité a un impact positif, négatif ou neutre sur ton niveau d'énergie. Par exemple, en utilisant un système de notation avec des signes plus et moins ou en assignant une couleur à chaque valeur. 5e exercice, la liste de tout ce que tu veux faire ou vivre avant de mourir. C'est la traditionnelle bucket list. L'objectif ici, c'est de noter tout ce qui te passe par la tête, toutes les aventures, les activités, les expériences que tu aimerais pouvoir vivre, les idées que tu aimerais pouvoir concrétiser s'il n'y avait aucune limite. Il ne s'agit pas d'être raisonnable ou réaliste, mais vraiment de laisser libre cours à tes rêves les plus fous. Règle un chronomètre sur 15 minutes
Et pendant ces 15 minutes, le but, c'est de ne pas t'arrêter d'écrire. Il faut vraiment débrider ton imagination sans aucun jugement. Prends une grande feuille blanche ou plusieurs, un stylo et crée plusieurs colonnes qui représentent les différentes sphères de ta vie. Et pour créer ta liste, réfléchis aux éléments suivants. Quelles sont les activités que tu aimerais tester? Par exemple, méditer. Quels sont les défis que tu aimerais relever? Par exemple, faire un marathon. Quelles sont les aventures ou expériences que tu aimerais vivre? Par exemple, traverser le Pérou en sac à dos. Et les endroits ou phénomènes que tu aimerais voir. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Par exemple, apprendre à coder des applications mobiles, à faire du pain, à jongler avec des fourchettes, que sais-je. Et création, qu'est-ce que tu aimerais créer ou accomplir? Par exemple, créer un business. L'objectif ici encore, ce n'est absolument pas de tout réaliser ce que tu auras noté sur ta liste, mais c'est juste d'utiliser cette liste comme un indicateur de ce qui t'enthousiasme, t'attire, t'intéresse, te passionne. Tu verras que tu rempliras aussi peut-être très vite certaines catégories, alors que d'autres resteront presque vides, ce qui peut te donner une première indication aussi sur ce qui te stimule le plus. Par exemple, peut-être que tu accordes davantage de poids à l'aventure, au défi et moins à la création, ou peut-être que c'est l'inverse. Tu pourras aussi utiliser cette liste pour trouver des points communs entre les différents éléments que tu auras listés. Par exemple, dans ma liste, il y a énormément d'activités, de défis ou d'expériences en lien avec le sport et la création, et beaucoup d'activités solitaires. Et j'ai peu d'éléments en lien avec la spiritualité ou qui impliquent des interactions sociales en grand groupe. Exercice 6, le lit de mort. Pour cet exercice, imagine que tu es au crépuscule de ta vie. Tu sais que tu n'en as plus pour très longtemps. Comment est-ce que tu aimerais avoir vécu ta vie pour n'éprouver aucun regret? Quelles expériences ou aventures aimerais-tu avoir vécues? Quelle influence aimerais-tu avoir exercée sur le monde, la société, ta communauté, tes proches, tes amis? Quelle contribution est-ce que tu aimerais avoir apportée? Qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli? Quel défi est-ce que tu aimerais avoir relevé? Dans quel état physique et mental est-ce que tu aimerais être au bout de ta vie? Et quelles habitudes t'ont permis d'arriver à cet âge avec cette santé? Quelle relation est-ce que tu aimerais avoir créée avec tes proches et les personnes que tu as rencontrées au cours de ta vie? Quelles valeurs espères-tu avoir incarnées? Comment aimerais-tu que les personnes qui t'ont connu se souviennent de toi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi à ton enterrement? Avec cet exercice, tu peux vraiment adopter une perspective un peu différente en te permettant de contempler ton passé idéal plutôt que ton futur idéal. Le 7e exercice, c'est celui de tes mentors et modèles. Quelles sont les personnes de ton entourage, les personnalités connues ou des personnes que tu as rencontrées au cours de ta vie qui t'inspirent, te motivent, que tu admires et auxquelles tu arrives à t'identifier? Fais une liste de tous tes mentors, modèles ou inspirateurs et précise pourquoi. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'impressionne ou qu'est-ce qui t'intéresse chez chacun d'entre eux? Est-ce qu'ils arborent des traits de personnalité que tu aimerais émuler? Est-ce qu'ils ont accompli des choses qui t'inspirent et que tu aimerais toi aussi accomplir? Est-ce qu'ils ont eu des trajectoires de vie qui t'inspirent? Est-ce que tu peux t'identifier à leur parcours ou à leur histoire? Qu'est-ce que tu aimerais apprendre de ces personnes? Lesquelles de leurs réalisations est-ce que tu aimerais reproduire? Est-ce que c'est leur état d'esprit qui te fascine particulièrement ou leur mode de vie? T'as pas besoin d'avoir une longue liste pour ça. Si tu penses qu'à 2 ou 3 personnes au départ, c'est bien suffisant. Et c'est surtout important que tu précises pourquoi tu admires ces 2 ou 3 personnes et ce qui t'inspire chez elles. Et au fur et à mesure de tes rencontres et de tes expériences, à chaque fois que tu ressens une pointe d'admiration ou de fascination pour quelqu'un, demande-toi qu'est-ce qui la provoque. Le 8e exercice, c'est celui de la journée idéale. Pour ça, imagine une journée ordinaire idéale de ta vie dans 5 ou 10 ans. Choisis par exemple un mardi, pas un week-end ou une journée hors de ta routine, et détaille ton emploi du temps idéal pour cette journée. À quelle heure est-ce que tu te lèves? Par quelle routine est-ce que tu entames ta journée? Quelles tâches, activités, loisirs rythment ta journée? Est-ce que tu travailles chez toi, dans un bureau ou à l'extérieur? Est-ce que tu vois d'autres personnes ou est-ce que tu restes seul la majeure partie du temps? Qu'est-ce que tu manges? Où? Avec qui? Comment est-ce que tu te déplaces? Si tu te déplaces. Où est-ce que tu vis? Avec qui? Seul, en couple, avec des amis, avec ta famille? À quel moment est-ce que tu échanges avec ces personnes dans ta journée? À quelle heure tu te couches? Comment tu te sens? Quelles sont les émotions que tu traverses ou ressens durant ta journée? Essaye d'intégrer vraiment le plus de détails possible. Il se peut que tu n'arrives pas à créer une seule journée type en fonction de ta tolérance à la routine. Certaines personnes ont besoin de davantage de spontanéité, de diversité au quotidien que d'autres. Donc si tu ressens une sorte de tension ou de contrainte, tu peux éventuellement te créer 2 journées types différentes. Mais essaye vraiment de te limiter à 2 au maximum. L'idée, c'est juste de déceler les éléments essentiels qui te procurent de la satisfaction ou te font sentir bien au quotidien. Le 9e exercice, c'est celui de l'enfant ingénieux.
Ça, c'est un exercice qui peut te permettre de renouer avec des intérêts oubliés, de te reconnecter avec ton enfant intérieur. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petit? À quoi est-ce que tu jouais? Qu'est-ce que tu créais? Qu'est-ce qui attirait ta curiosité ou suscitait ton intérêt? Qu'est-ce que tu pouvais faire pendant des heures sans te lasser? Alors bien sûr, en grandissant, on change. Quand on est petit, on est fasciné par des choses qui ne nous intéressent plus vraiment quand on grandit. Passer le moment de la découverte et de la surprise. Mais l'idée, c'est surtout de retrouver l'ingénuité et la spontanéité de notre enfance, lorsqu'on n'était pas limité par des considérations financières, par les impératifs du quotidien, les responsabilités, les codes sociétaux, qui peuvent vraiment nous amener à nous créer des limites artificielles en grandissant. Il y a peut-être des activités, des passions, des intérêts qu'on a laissé tomber parce que nos parents, nos amis, nos enseignants nous ont dit ou fait comprendre qu'ils n'étaient pas productifs, utiles, intelligents, bons pour la santé, etc. Et si tu as du mal à te remémorer ton enfance, je te recommande de sortir des albums photos qui pourront t'aider à faire ressurgir des souvenirs de ce que tu aimais faire. Et demande aussi à tes parents de t'aider à te remémorer comment tu passais ton temps et les activités ou jeux que tu voulais toujours faire. Le 10e exercice, c'est celui de la liberté financière. Une des plus grandes limites qu'on se pose lorsqu'on se demande quoi faire de notre vie, c'est celle des ressources financières. Parce qu'on doit bien gagner notre vie et que malgré les modèles de travail plus flexibles et les possibilités toujours plus vastes et nombreuses offertes par la révolution numérique, on a encore beaucoup de mal à se soustraire à l'idée qu'il faut travailler en serrant les dents les 3/4 de notre temps pour pouvoir profiter de l'argent gagné seulement le temps restant. Alors pose-toi cette question. Si l'argent n'était pas un problème, si tu disposais de tout l'argent du monde, qu'est-ce que tu ferais? Comment est-ce que tu vivrais ta vie au quotidien? Comment est-ce que tu passerais ton temps? Comment est-ce que tu utiliserais tes capacités, tes talents pour contribuer au monde ou aider des gens? Cet exercice, il te donne vraiment la permission d'ôter la contrainte financière, au moins dans ton imagination, pour te demander ce que tu souhaiterais vraiment faire de ta vie si travailler, au sens où on l'entend traditionnellement, c'est-à-dire uniquement pour gagner sa vie, n'était pas nécessaire. Exercice 11, un monde sans jugement. Un autre blocage qui limite notre capacité à nous exprimer authentiquement, c'est notre peur du jugement, la peur des critiques, d'être exclu, rejeté, de perdre la face, d'être ridiculisé. Donc pour cette question, imagine-toi un monde en tout point semblable au nôtre, mais où le jugement n'existerait pas. Il n'y aurait ni morale, ni éthique, et personne n'aurait la capacité d'analyser ton comportement pour porter un jugement, positif ou négatif, sur toi. Personne n'aurait la capacité de rire de toi, de te critiquer ou de t'admirer. Les gens pourraient toujours être contents si tu les aidais ou tristes si tu leur faisais du mal, mais ils ne pourraient pas t'en vouloir, ni même penser que tu es une bonne ou une mauvaise personne. Dans un tel monde, qu'est-ce que tu ferais? Comment est-ce que tu vivrais ta vie par rapport à celle que tu vis dans le monde présent? Qu'est-ce que tu aurais plus peur d'accomplir ou de faire? À nouveau, cette question, elle te permet de te débarrasser de ton ego qui est si dépendant du jugement des autres. Elle te permet de distinguer ce que tu fais ou ne fais pas par peur d'être jugé en raison de tabous, d'interdits, de stigmas, de limites que la société, la culture, l'éducation, ton environnement social t'ont inculqué de ce que ton toi authentique veut vraiment faire. Et ça permet aussi de détecter les objectifs que tu poursuis ou que tu aimerais poursuivre juste pour le statut ou la réputation que ces accomplissements sont susceptibles de t'apporter, de ce que tu veux faire par pur enthousiasme pour l'activité elle-même. Une autre façon de te poser la question, c'est de te demander à quoi tu consacrerais ton temps si tu te retrouvais totalement isolé sur une île, mais avec tout le confort et l'accès à toutes les activités ou les expériences que tu voulais. 12e exercice, le contre-ikigai. Parfois, ça peut être difficile de définir précisément ce qu'on veut ou ce dans quoi on est particulièrement bon. Mais on arrive presque toujours à recenser au moins ce qu'on ne veut pas ou ce pourquoi on n'est pas très doué. Et ça aussi, ça peut te fournir des informations précieuses. Demande-toi ce que tu n'aimes pas faire, ce qui t'intéresse pas du tout. Qu'est-ce que tu ne veux pas devenir, vivre ou accomplir? Là aussi, comme pour l'ikigai modifié, sois spécifique. Pense à tes expériences passées, aux activités que tu as faites et qui t'ont pas plu, aux cours ou études que tu as suivis mais qui t'ont ennuyé, aux emplois que tu as occupés mais qui t'ont agacé. Et pour chaque élément recensé, demande-toi pourquoi précisément tu n'as pas aimé telle ou telle expérience ou activité. Est-ce que c'est l'expérience entière qui t'a pas plu ou est-ce que c'est certains aspects ou moments précis de l'expérience? Demande-toi aussi ce pourquoi tu n'es pas doué. Dans quelles activités il semble que tu sois plus lent ou moins bon que la moyenne ou que les autres? Qu'est-ce que tu as plus de difficultés à apprendre? Qu'est-ce qui semble te poser le plus de problèmes qu'aux autres? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tes amis, tes connaissances, tes proches, tes collègues ne te demandent ou ne te demanderaient jamais d'aide? Ça ne veut pas dire que tu vas abandonner tous les domaines dans lesquels tu n'es pas doué ou que tu ne vas pas essayer de t'améliorer, mais c'est vraiment des éléments importants à relever pour mieux comprendre comment tu vas pouvoir utiliser et exploiter tes différents intérêts et compétences.
Et enfin, dernier exercice, les errements. Ce dernier exercice, il est semblable à celui des anti-objectifs, mais il s'agit d'aller encore un cran plus loin en réfléchissant à des expériences, à des aventures, à des emplois, à des activités, à des études que tu as testées parce qu'ils t'attiraient vraiment, parce que tu pensais qu'ils t'apporteraient quelque chose que tu recherchais, ou parce que c'était tes rêves d'enfant, mais qui ont soit déçu tes attentes, ou qui se sont révélés très différents de ce que tu imaginais, ou qui simplement ne t'ont pas plu une fois que tu étais vraiment dedans. À nouveau, essaye de préciser pourquoi ces expériences ont mal tourné ou pourquoi elles n'ont pas répondu à tes attentes. Pourquoi est-ce que tu voulais faire ces activités ou expériences à l'origine et pourquoi ces activités ne t'ont au final pas plu. Peut-être que ces activités, elles ont drainé ton énergie au lieu de t'en donner, ou peut-être qu'elles se sont révélées très différentes en pratique de ce que tu imaginais, ou peut-être que c'était pas l'activité elle-même qui a vraiment posé problème, mais un autre facteur, comme l'environnement social, ton état d'esprit, qui l'a rendu désagréable. Et peut-être encore que tu étais seulement attaché à l'image qu'un poste, qu'une expérience, qu'une carrière renverrait, au statut que ça te donnerait, ou au résultat que tu obtiendrais en poursuivant telle ou telle voie, sans te demander si le chemin te conviendrait vraiment et t'apporterait satisfaction. Donc voilà, on est arrivé au bout de la liste, et je pense qu'avec ça, tu auras déjà matière à réflexion. Mais tes réflexions sur ta vision, bien sûr, elles ne doivent pas nécessairement se limiter à ces exercices ou à ces questions. C'est juste des axes, des outils qui permettent de faciliter et d'orienter ta réflexion. Et peut-être que tu vas toi-même penser à d'autres questions qui t'aideront à y voir plus clair dans ce que tu veux vraiment. Et n'hésite pas dans ce cas à partager ces questions en commentaire pour compléter la liste. Oublie pas non plus que ça, c'est vraiment seulement la première étape pour définir ta vision. C'est l'étape de l'observation, de la collecte d'informations, de la création de ta base de données personnelles. Mais la deuxième étape, c'est évidemment celle de l'analyse, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des points communs entre tous les éléments que tu auras relevés, de relever des schémas, d'ériger les bases de ta vision, tes piliers fondamentaux qui vont donner une direction générale à ta vie et qui te permettront de mieux naviguer dans ton quotidien. Et après ça, bien sûr, vient l'étape de l'ancrage, c'est-à-dire visualiser ta vision pour l'enraciner dans ton subconscient et te permettre d'agir de façon plus alignée au quotidien. C'est ce que je te proposerai de faire dans une prochaine vidéo. Alors on se retrouve bientôt et en attendant, bonne réflexion!